Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. On parle économie aujourd'hui avec Marc Weisberg, auteur de cet ouvrage, Les opportunités de la crise. Il est tout frais, tout chaud. Il est sorti il y a 3-4 jours. Vous êtes également chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, le 6 novembre, on annonce une manifestation nationale. Il y aura ensuite des grèves tournantes pour arriver à une grève nationale le 15 décembre. Ce qui ne passe pas au niveau des décisions du gouvernement Michel. C'est le recul de l'âge de la pension, le saut d'index également. C'était selon vous des mesures indispensables à prendre? Écoutez, je crois qu'il y a deux volets à la réponse. Alors, la première chose, effectivement, ce sont des mesures qui sont indispensables. Celles-là ou d'autres, il est clair qu'on doit rentrer dans une période d'économie drastique, pour ne pas dire d'austérité. C'est tout à fait clair. Ce qu'il me manque dans ce genre de projet, c'est évidemment des mesures de relance, et des relances fortes. Donc, autrement dit, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est d'imposer à la population des restrictions qui seront des restrictions extrêmement dures à supporter, sans proposer aucune vue d'avenir, aucun projet stable, ni aucune possibilité de sortie de la crise. Comment voulez-vous demander à des gens de faire des efforts sans leur expliquer la raison pour laquelle ces efforts sont demandés? Et donc ce gouvernement, on le présente souvent comme un gouvernement de la rupture, donc qui va totalement changer les choses. Alors, est-ce que ce gouvernement donc n'est pas encore prêt à entrer dans un nouveau cycle économique que vous appelez, vous, de vos voeux? Non, je ne crois pas que c'est un gouvernement de rupture. Si, il y a une rupture pour d'autres raisons que des raisons économiques. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais je dirais que la rupture, je ne la vois pas réellement. Il faut quand même se rendre compte de certains chiffres relativement simples. Le niveau d'endettement de la Belgique est connu, et on sait très bien qu'il n'y a pas de développement économique en Belgique. Le PIB n'augmente pas. Donc, autrement dit, nous arrivons dans une situation où nous ne pourrons plus payer les montants nécessaires pour couvrir, par exemple, les dépenses de sécurité sociale. Donc il faudrait quand même, à un certain moment, être clair et se dire, nous avons un système de sécurité sociale qui est fort probablement le plus avancé au monde, le plus humain, mais qui est aussi le plus cher au monde, le plus cher à entretenir. Donc vous remettez en question ce système de sécurité sociale? Non, pas du tout. Je remets en question le fait que nous ne faisions plus le lien entre le système et son coût de fonctionnement. Son coût de fonctionnement implique une augmentation du PIB de 3 à 5% par an, ce que nous n'avons plus depuis longtemps. Et nous devons rejoindre un niveau de croissance qui permette de supporter les dépenses du système. Alors, donc, dans votre modèle, ça va très très loin. Je vais peut-être donner un exemple. Vous préconisez de limiter les allocations de chômage à 12 mois. Ça, c'est quand tout va bien. Et si on est en période de crise, on pourrait les limiter à 3 mois. On limiterait aussi les indemnités de licenciement, donc pour donner plus de facilité aux chefs d'entreprise licenciés du personnel en cas de période de crise. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens qui se retrouvent au chômage? Oui, et qui après vont perdre leurs indemnités 3 mois ou 12 mois plus tard? Voilà, effectivement. Donc la façon dont vous présentez cet ouvrage en prenant les mesures de restriction, mais en ne parlant pas des mesures de relance, effectivement, ça paraît totalement déséquilibré. Alors, le chômage, c'est quelque chose qui est totalement remarquable. Ça sert à quoi? Ça sert à faire le lien entre un emploi existant et un emploi futur dans un cas de problème, dans le cas où on perd son emploi. Et ce n'est plus le cas maintenant? Il ne fait plus ce lien-là? Non, il ne fait plus ce lien-là. Le chômage, aujourd'hui, est en fait une allocation. C'est en fait une assurance. C'était au départ l'assurance chômage. Donc ça doit couvrir les 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois que cela va prendre, que la recherche d'un nouveau travail va prendre. Après ça, je crois qu'il y a d'autres moyens de fonctionnement que le chômage pour couvrir les besoins sociaux. Encore ce midi avec toutes ces personnes qui vont se retrouver au CPS parce qu'elles perdent leurs allocations de chômage. Effectivement, mais je l'ai vu avec vous. Mais c'est tout à fait réel, c'est tout à fait vrai. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Comment va-t-on financer, en fait, cette question que la Belgique n'a pas suffisamment d'emplois pour ses citoyens? Alors effectivement, votre livre, c'est un tout. Donc là, effectivement, je vous provoque un petit peu en donnant ces mesures de restriction. L'autre face de ce livre, c'est comment relancer l'économie. Bon, ça ne va pas se faire non plus en 6 mois, mais donc il faut que la Belgique donne les moyens aux entreprises de se recréer, qu'il y ait de nouveau de la création d'entreprises. Et ça, les autorités belges ne donnent pas cette opportunité-là pour le moment. Alors, effectivement, ça ne va pas se faire en 6 mois parce que rien ne se fait en 6 mois. Ce que nous avons imaginé jusqu'à présent, enfin ce que les gouvernements successifs ont imaginé jusqu'à présent, c'est de diminuer les coûts et les charges du travail pour permettre aux sociétés d'engager plus facilement. Un chef d'entreprise n'engagera pas de personnel, peu importe son coût, s'il n'en a pas besoin. Les entreprises existantes en Belgique n'ont pas besoin d'engager plus de personnel. Point.
Donc la véritable question, et c'est ça tout l'intérêt de cet ouvrage, et j'espère qu'il y en a un d'intérêt, je veux dire, c'est de prendre la question complètement à l'envers et de dire, il ne faut pas demander aux entreprises existantes d'engager plus de personnel s'ils n'en ont pas besoin parce qu'elles ne vont faire que s'alourdir et s'endommager. Il faut créer un nombre d'entreprises, mais un nombre conséquent. Il faut les créer en masse, ces entreprises. Et il faut donner les moyens aux entrepreneurs futurs à venir de créer leur entreprise et de la financer. Comment vous voulez relancer cette création d'entreprise? Eh bien, écoutez, je vais vous donner un petit exemple. D'une certaine façon, il faut démocratiser l'entrepreneuriat. Pour être entrepreneur aujourd'hui, connaissant les coûts, les sommes d'argent à mettre sur la table, le niveau des responsabilités et des garanties pour avoir accès au crédit, il faut provenir d'une façon ou d'une autre d'une famille aisée. Et les banques deviennent de plus en plus frileuses. Mais les banques deviennent bien sûr de plus en plus frileuses. Donc, autrement dit, l'accès au crédit devient de plus en plus difficile. Ce que je souhaite, c'est d'arrêter ce phénomène qu'il faut être un fils de famille riche pour pouvoir créer une entreprise. Il faut pouvoir démocratiser ça et permettre à tout qui a une idée, un potentiel, une vision d'avenir, d'essayer d'exploiter cette idée. Oui, et comment vous le faites ça? Parce que donc, ce que vous proposez, c'est comment est-ce que vous faites pour que les gens investissent sur une idée, sur une bonne idée? La Belgique a quelque chose d'extraordinaire. Rares sont les pays qui ont la même chose. Nous avons plus de 240 milliards d'euros qui dorment sur des livrets intérêts. Alors le non-livret intérêt n'a plus que le nom, puisque clairement on sait que ça ne rapporte plus rien, puisque les intérêts sont à zéro. Donc c'est vrai que le Belge est un gros épargnant. Le Belge est un gros épargnant. Il faut mobiliser cette épargne, motiver les épargnants à investir dans des entreprises. Alors il y a tout un schéma. Alors ce schéma est peut-être un tout petit peu technique, avec des bourses régionales et autres. Donc un modèle de bourse régionale très localisé. Voilà, exactement, qui permettent à des gens d'investir dans des entreprises de proximité tout en y retrouvant leur intérêt et leur profit par des mesures fiscales ou autres. Alors, un mot sur la Flandre et la Wallonie. Vous nous expliquez dans ce livre comment la Flandre a été mieux armée il y a quelques décennies pour se développer économiquement par rapport à la Wallonie, qui étaient des grands bassins industriels. Oui, effectivement. Où on a vu fermer cette activité très progressivement. Est-ce que ça évolue mieux pour la Wallonie en ce moment? Est-ce que la Wallonie est en train de rattraper la Flandre ou il y a toujours un retard important? À vos yeux. Alors, écoutez, à mes yeux, première chose, les retards et autres, vous savez, c'est quelque chose, ça vient, ça va. Hein, on voit très bien que la Flandre a été mieux armée d'une certaine façon et la richesse de la Flandre provient d'un terreau de PME extraordinaire. La Wallonie, maintenant, doit se réinventer. Donc, c'est vrai que les deux grands bassins ont été quasi fermés et qu'il faut recréer de l'emploi en Wallonie. Le véritable problème de la Wallonie, c'est l'accès au crédit. Et ce problème est plus criant en Wallonie qu'en Flandre. Si on donne à des entrepreneurs l'accès au crédit, à des nouveaux entrepreneurs l'accès au crédit, vous allez voir une multitude de nouvelles sociétés qui vont se créer. Et je ne parle pas toujours d'entreprises technologiques ou de gens qui vont créer des nouveaux médicaments du futur. Je vous parle d'entreprises de plomberie, d'électricité, d'autres découvreurs, des bâtisseurs, mais des gens nouveaux qui vont rentrer dans le marché, qui vont chacun peut-être engager 1, 2, 5, 10 personnes. Et vous allez voir à ce moment-là un mouvement économique qui va reprendre. Alors le constat que vous faites aussi, qui est propre à la Belgique et qui est sans doute vrai aussi dans d'autres pays européens, c'est qu'on arrive à faire venir par exemple des filiales, des entreprises qui vont s'installer à Bruxelles parce qu'il y a un intérêt géographique à être à Bruxelles, mais qui du jour au lendemain, pour des raisons ou des mesures qui ne leur plairaient pas, peuvent décider de transférer cette entreprise ailleurs, dans un autre pays, où fiscalement ce serait plus intéressant. Ou fiscalement c'est plus intéressant. Donc on n'est pas en sécurité, l'emploi n'est pas vraiment en sécurité. Mais il faut bien se dire, madame, il faut bien se dire que le principe de la sécurité d'emploi, je crois que c'est une idée un peu fallacieuse que l'on a mis dans l'esprit des gens. Il n'y a pas de sécurité d'emploi. Travailler dans des entreprises, il n'y a rien de sécurisant à cela. L'entreprise est une aventure qui peut réussir magnifiquement, réussir petitement ou rater. Et dans ce cas-là, on se ramasse et on recommence. Alors, le modèle économique que vous proposez est un modèle intéressant où on est en croissance économique, il y a des entreprises qui se créent, du coup on engage du personnel. Vous visez l'excellence aussi, donc les gens évidemment qui sont les meilleurs travailleurs pourraient rester. Les autres qui ne satisfont pas eh bien, pourraient être licenciés assez facilement s'ils ne satisfont pas l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui n'ont pas suffisamment de formation? Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont trop âgées sur le marché du travail? Bon, je vous arrête immédiatement. Le fait de licencier quelqu'un, ce n'est pas
tout à fait pointer quelqu'un du doigt en disant « vous êtes mauvais par rapport aux autres ». C'est peut-être le fait de quelqu'un qui travaille dans un département d'entreprise qui fonctionne moins bien. Ce que je veux dire, c'est qu'un chef d'entreprise peut engager à partir du moment où il voit une possibilité de croissance de son entreprise. Le seul problème qu'il y a, c'est que s'il engage et qu'il doit donner un système qui est quasi une garantie d'emploi, que se passe-t-il au cas où il y a un retournement économique? Que se passe-t-il au cas où la conjoncture devient moins bonne et qu'à ce moment-là, il se retrouve dans une situation où les frais pour licencier du personnel deviennent trop importants. La situation, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Le chef d'entreprise. Donc le chef d'entreprise va préférer ne pas engager de personnel dans ce cas-là. Il ne veut pas courir ce risque. Et donc, dans votre modèle, mais qu'est-ce que vous faites alors de ces personnes qui ne sont pas bien formées et dont les chefs d'entreprise ne voudront pas? Eh bien, à partir du moment où vous avez une économie qui tourne, ces gens retrouveront du travail après 15 jours, après 3 semaines. Vous savez, dans les entreprises desquelles je dois m'occuper, effectivement, il y a des licenciements. Le nombre de gens que je vois, je peux vous dire à l'avance les gens qui vont retrouver du boulot. Et il y a des gens qui sont partis il y a 2 ans, 3 ans, qui sont toujours en contact avec moi, parce qu'il y en a qui travaillent dans une autre entreprise, qui l'ont déjà quitté pour avoir un autre boulot parce que ça ne leur plaisait pas, d'autres qui ont créé leur petite entreprise. Mais je pouvais vous dire à l'avance les gens qui ont retrouvé du travail. Alors un mot justement sur l'enseignement et sur les formations. La Belgique n'a pas d'école d'excellence. Vous critiquez fort cette volonté d'avoir une école égalitaire. Selon vous, l'école égalitaire, ça n'existe pas et il faut des écoles élitistes? On a imposé un système égalitaire alors que nous ne sommes pas égaux entre nous. Bon, écoutez, maintenant le système égalitaire est magnifique. De nouveau, c'est un système qui est magnifique. De nouveau, donner sa chance à tout le monde, ou une chance identique à tout le monde, c'est magnifique. Mais cela coûte cher. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas avoir à côté quelques écoles ou quelques universités qui vont prôner l'excellence. Parce que, sinon, vous allez vous retrouver face à des marchés internationaux. N'oublions pas que nous sommes dans un monde global. Nos concurrents viennent du monde entier. Nous allons nous retrouver face à des concurrents qui seront mieux armés, qui auront dans leur pays des universités plus performantes, des écoles plus performantes, donc qui auront des cadres plus performants et qui prendront nos marchés. Donc je dis école égalitaire, magnifique, très bien, si c'est ça que les gens veulent, très bien, je n'ai pas d'opinion sur la question. Mais donner sa chance à tout le monde, c'est important. Effectivement, c'est extrêmement important. Mais alors je vous retourne la question. Et l'élève surdoué, et l'élève qui a une idée particulière, l'élève qui a un don tout à fait spécial, il est forcé d'aller à l'étranger parce qu'il y a une école égalitaire et que pour lui, on ne va pas lui donner un système d'enseignement qui répond à ses ambitions ou ses attentes. Ce ne serait pas égalitaire non plus. Alors, Monsieur Weisberg, c'est un livre qui est un petit peu... Enfin, voilà, c'est un modèle que vous présentez, que vous préconisez, qui est une espèce... moi, je crois que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais une espèce de modèle utopique, comme ça, d'un fonctionnement économique où, effectivement, quand on lit le modèle, tout fonctionne très bien, mais il faudrait quand même des années, peut-être de bain social avant d'y arriver. Ah, attendez. Alors, première chose, l'utopie, là, je vous remercie. Vous savez, tout système... Toute personne qui crée un système a toujours rêvé que ce système allait régner pour l'éternité. Aucun système n'est éternel. Tout système a une fin. Donc, d'une certaine façon, quand on pense à quelque chose de nouveau qui n'existe pas, ou quand on pense à refonder quelque chose, il faut un tout petit peu d'utopie. Ça n'a rien de négatif. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui manque dans ce pays, et c'est ce qui manque aussi à la population de ce pays. Maintenant, à côté de ça, je vous dirais que le système que je propose, ce n'est pas un système, je dirais, magnifique qui marche parfaitement. C'est un système qui pourra fonctionner peut-être pendant 10 ou 20 ans. Je dis simplement que dans une société, nous ne pouvons pas nous permettre, aucune société ne peut se permettre d'avoir 15, 20, 25% de sa population qui est écartée du cycle économique, qui n'a pas les moyens de subsistance, pour des raisons purement humaines, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons purement sociales. Ok, voilà, ce sera le mot de la fin, Marc Weisberg. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les opportunités de la crise. Demain, c'est Benoît Sorex qui sera l'invité de l'interview. Le journal est à 18h, évidemment, comme chaque jour. Et puis dans M, nous parlerons encore économie avec cette question, sommes-nous en période de récession? Enki Bilal sera également invité de David Courrier. Passez une très belle après-midi.